Guidé par le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso tourne délibérément le dos aux solutions importées. Ici, l'aide humanitaire ne dicte plus le tempo. C'est la volonté collective qui construit l'avenir. Dans les champs, à l'atelier, chacun s'implique. L'autonomie cesse d'être une promesse. Elle devient un chantier commun, réaliste et exigeant. Ce n'est ni un simple changement de ton, ni une utopie pour les caméras. C'est une révolution silencieuse qui germe derrière les barreaux, dans la poussière des champs et le bruit des machines. Ceux qu'on pensait exclus, humiliés, relèvent la tête. Hier enfermés, aujourd'hui dans la lumière. Les détenus troquent leurs chaînes contre des outils et font d'anciennes friches des terres fertiles. Ils sèment le blé, récoltent le maïs, cultivent leur dignité retrouvée. Pour comprendre la portée de ce changement, il suffit d'observer la prison agricole de Boro. Là, plus de 260 prisonniers travaillent désormais volontairement sur une dizaine d'hectares auparavant abandonnés. Leurs mains plantent le blé, le maïs et le riz dans des sillons soigneusement alignés. Mais au-delà de la terre, ils sèment l'espoir et la réhabilitation. Chaque récolte n'est pas qu'une réponse à la faim, c'est la preuve que l'on peut se reconstruire par l'essor commun. Jamais plus nous ne mendierons notre nourriture. Cette déclaration, lancée par un président africain, marque bien plus qu'un effet d'annonce. Elle trace une ligne de rupture dans l'histoire contemporaine du continent. Pour la toute première fois, un chef d'État affirme, sans détour, que la dépendance alimentaire touche à sa fin. Plus de mains tendues, plus de prières adressées à l'étranger. Au Burkina Faso, le peuple ne supplie plus. Il bâtit, il invente, il devient l'acteur de sa propre survie. Alors, comment ce pays a-t-il osé renverser la table? Sans miracle, mais grâce à une stratégie et un courage partagés. Restez avec nous. Ce qui s'invente ici pourrait changer la façon dont nous imaginons l'autonomie et la liberté. Pour comprendre cette transformation, il faut plonger au cœur des prisons, des villages et des coopératives où le changement s'organise, loin des projecteurs. Découvrons ensemble comment une nation entière a décidé d'écrire sa propre histoire. Mais miser sur ses propres forces, c'est s'exposer. Si cette expérience échoue, c'est toute une nation, et peut-être même l'Afrique, qui risque de rester prisonnière du manque, de la dette et des regards condescendants. Le Burkina Faso joue son avenir, ose là où d'autres hésitent encore. Cette prise de risque pourrait bousculer le destin du continent. Pour illustrer cette volonté, prenons l'exemple de la distribution massive de tracteurs décidée en 2023. Plus de 300 machines agricoles ont été remises aux coopératives rurales. Cela rappelle la grande réforme agraire menée par la Corée du Sud dans les années 50, lorsque les paysans, dotés de nouveaux outils, avaient pu transformer un pays ravagé par la guerre en puissance agricole régionale. La différence majeure, ici, chaque village décide de l'usage des machines, les entretient collectivement et s'assure que les plus démunis y aient accès. La vérité, c'est qu'un carcan invisible a été imposé à l'Afrique. Pendant des décennies, l'aide extérieure, les plans dictés par les colonisateurs, les banques internationales et les ONG ont figé une agriculture condamnée à répéter ses faiblesses. On a importé des modèles inadaptés, refusant d'écouter la voix des paysans, brisant toute tentative d'émancipation locale. Pourquoi l'Afrique a-t-elle toujours été condamnée à attendre? Les camions, la pluie, les ordres venus d'ailleurs. Cette question hante l'imaginaire collectif depuis des générations, comme une blessure jamais refermée. Fatigue, attente interminable, agriculture de survie. Voilà l'image qui colle à la peau de millions d'Africains privés du droit de choisir leur avenir et de décider pour leur propre terre. Pour bien saisir cette situation, rappelons que dans les années 70, la Banque mondiale encourageait la culture du coton au détriment des cultures vivières au Sahel. Résultat, lorsque la sécheresse a frappé, des millions de familles ont manqué de vivre, montrant l'absurdité de modèles dictés depuis l'extérieur. Cette dépendance, fruit de décennies de plans d'ajustement structurel, a creusé le fossé entre les besoins locaux et les priorités imposées. Les prisons sont devenues le symbole de cet abandon. Des hommes enfermés entre quatre murs, des terres jugées stériles ou perdues, des populations marginalisées et oubliées. Même la justice n'a souvent été qu'un instrument de punition, jamais une voie vers la reconstruction. Dans ce contexte, l'agriculture rime trop souvent avec résignation et impuissance. Pourtant, quelque chose a commencé à bouger. Au cœur de cette fatalité, un capitaine a osé poser une question simple, presque interdite. Cette question a fait trembler tous les murs.
Et si la solution ne venait plus de l'extérieur, mais de la force collective du peuple? C'est ainsi qu'a débuté une révolution silencieuse portée par le Burkina Faso. Cet héritage pèse lourd sur les épaules de chacun. Rester passif, c'est accepter que des générations entières disparaissent dans l'oubli, que la dignité soit piétinée, que les ressources soient dilapidées. C'est abandonner la souveraineté contre quelques sacs de farine venus d'ailleurs. Croire chaque année que le salut viendra toujours de l'extérieur. Et si fabriquer son propre pain était plus révolutionnaire que brandir un drapeau? Au Burkina Faso, cette idée devient acte de résistance. Ici, le peuple veut briser des décennies de dépendance pour renouer avec sa souveraineté, réécrite de ses propres mains. Dans les prisons, les détenus troquent leurs chaînes contre des outils agricoles. Ces lieux d'exclusion deviennent des ateliers de production et de transformation de soi. Chaque geste de culture sème autant le blé que la rédemption. Tout démarre par une annonce présidentielle inédite, viser l'autosuffisance alimentaire. Mais sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas un simple vœu pieux. Il décide d'attaquer le problème à la racine, là où personne n'osait regarder, derrière les barreaux. Ce programme ne se résume pas à du travail forcé. C'est une réforme carcérale profonde, où chaque journée à cultiver rapproche de la liberté. Les portes ne claquent plus sur la punition, mais s'ouvrent sur l'espoir. Les détenus deviennent gardiens de leur champ, parfois détenteurs de la clé de leur propre cellule. Ils ne cherchent plus à fuir, c'est désormais la faim et la honte qui cèdent du terrain. La révolution ne s'arrête pas là. Partout, dans les campagnes, machines et nouvelles méthodes déferlent. En moins de 2 années, le gouvernement a livré des centaines de tracteurs, irrigué des terres oubliées et formé des milliers de femmes et de jeunes. À la prison de Boro, chaque mois travaillé dans les champs permet de réduire la peine de 3 mois. Cette mesure rappelle la pratique d'amendement par le travail, autrefois expérimentée en Norvège, où la réinsertion passait par la responsabilité et la confiance. Mais ici, la différence fondamentale est l'impact collectif. Les récoltes nourrissent non seulement les détenus, mais parfois aussi les villages voisins. Sur les sols jadis arides, surgissent des récoltes inespérées. Les coopératives s'organisent, des villages entiers renaissent, et les exclus d'hier, femmes, jeunes, détenus, deviennent les architectes de leur avenir. Fini les bras tendus, place aux mains qui sèment, récoltent et transforment. Ici, ce n'est pas seulement un changement de pouvoir, c'est une bataille pour la dignité, l'autonomie et la renaissance du lien social. La révolution, désormais, se cultive et se partage. Mais la tension est palpable. Tout l'avenir du Burkina Faso et peut-être de l'Afrique se joue ici. Réussir, c'est prouver que la soumission n'est pas une fatalité. Échouer, c'est retourner à la dépendance, condamné à l'impuissance et à l'oubli. Mais cette transformation soulève une question cruciale. Combien de temps la société acceptera-t-elle ce rythme imposé? Car pour tenir, il faudra dépasser les résistances et les doutes, et réinventer l'unité nationale autour de cette nouvelle vision. Quand la terre reverdit, c'est tout un peuple qui respire à nouveau. Prenons l'exemple de la coopérative de Koudougou, où 150 femmes se sont associées pour produire du niébé, du maïs et du sésame. Grâce à un fonds d'entraide local, elles ont pu acheter une décortiqueuse et une presse à huile. En moins de 6 mois, leur chiffre d'affaires a doublé et elles ont pu financer la scolarité de leurs enfants. Ce type d'initiative rappelle les mouvements de microcrédit du Bangladesh, où des femmes, autrefois marginalisées, ont bâti des success stories économiques à partir de presque rien. Les sols meurtris reprennent vie. Les villages voient le désert reculer, les champs abandonnés refleurir. Dans les campagnes, les écoles de terrain forment désormais des milliers de jeunes à l'agriculture durable, à la lecture patiente des saisons et à la gestion attentive des ressources naturelles. À travers tout le Burkina Faso, une révolution agroécologique silencieuse prend racine. Les agriculteurs renouent avec les gestes des anciens. Rotation des cultures, compost fait de déchets locaux, irrigation mesurée pour chaque goutte d'eau, semences choisies pour résister à la sécheresse. L'alliance entre traditions et innovations redonne à la terre sa force, là où l'aridité semblait avoir tout englouti. Dans la région de Kaya, par exemple, on a vu des villages mettre en place des bassins de collecte d'eau de pluie inspirés des techniques Zaï de la tradition Mossi.
Ces ouvrages permettent aux cultures de survivre même lors des saisons sèches prolongées. À Bobo-Dioulasso, des jeunes ont développé une application mobile qui alerte les agriculteurs en cas de risque d'invasion de criquets. Des solutions adaptées, nées du terrain, et qui montrent que la technologie peut servir la souveraineté alimentaire. Mais la révolution va bien au-delà des champs. Les rapports humains se transforment. Les femmes, longtemps reléguées dans l'ombre, deviennent formatrices, expertes en gestion de parcelles et membres des comités villageois. Les jeunes entrent dans la chaîne de valeur, non plus comme main-d'œuvre exploitée, mais comme entrepreneurs, coordinateurs d'équipe, inventeurs de solutions adaptées à leur réalité. Le progrès s'accélère grâce au numérique. Même dans les hameaux isolés, chacun accède via téléphone ou radio communautaire aux bulletins météo, aux formations en ligne, aux marchés agricoles. Les programmes de microcrédit ouvrent la voie à l'achat d'équipements, à l'assurance récolte et rendent les risques climatiques moins terrifiants. Des pistes de terre deviennent de véritables routes rurales, facilitant le transport de la production vers les marchés nationaux. Les coopératives, équipées d'applications de gestion et de bases de données, se mutent en entreprises capables de négocier, planifier les investissements et offrir des emplois durables. Le modèle agricole burkinabé s'inverse. Il n'est plus un secteur de misère, mais un vivier d'opportunités technologiques et entrepreneuriaux. L'innovation, longtemps importée, émerge du terrain, adaptée au Sahel, portée par la fierté d'un peuple qui refuse la résignation. Mais jusqu'où cette dynamique peut-elle aller? Pourra-t-elle résister aux tempêtes à venir et changer durablement le destin du Burkina Faso? Pour renforcer cette dynamique, le gouvernement a lancé des campagnes d'alphabétisation rurale. Aujourd'hui, plus de 100 000 adultes apprennent à lire et à écrire dans leur langue maternelle. Cette étape cruciale permet à chacun d'accéder aux informations agricoles, de gérer un budget, d'écrire un contrat de vente et donc de sortir du cercle vicieux de l'ignorance imposée. Mais l'enjeu demeure immense. Si cet élan se poursuit, ce sont des millions d'hectares qui pourraient être restaurés, des millions de familles qui retrouveraient leur dignité, et un pays tout entier qui briserait enfin le carcan de la pauvreté imposée. Pourtant, la fragilité guette. Le modèle pourrait s'effondrer sous la pression des lobbies, la sécheresse extrême ou si la résignation collective reprenait le dessus. Car chaque victoire sur la terre doit aussi s'ancrer dans les esprits. Et si chaque tomate cultivée, chaque silo construit devenait un acte politique de libération? Imaginez un pays où les infrastructures naissent non des poches de bailleurs étrangers, mais de la volonté populaire. Usines, silos, centres de transformation, financés directement par la communauté. Ici, chaque citoyen devient bâtisseur, investisseur et artisan de son propre destin. Peu à peu, les circuits courts s'imposent. La récolte d'un village nourrit le quartier voisin, sans passer par des intermédiaires gourmands. Les marchés directs foisonnent, les investissements se font en groupe, les bénéfices aussi. Cette vision n'est plus une chimère. Elle prend vie sur les routes du Burkina Faso, où les camions transportent la production locale vers des marchés vibrants de solidarité. Le rapport à la terre s'en trouve bouleversé. Il ne s'agit plus de survivre, mais d'inventer, de transmettre. Les jeunes, jadis tentés par l'exil, deviennent entrepreneurs agricoles. Les écoles rurales, soutenues par la communauté, forment une nouvelle génération d'innovateurs qui voient dans la terre non plus une fatalité, mais une promesse. La fierté retrouvée irrigue les villages, réveille les quartiers, redonne confiance aux familles entières. À Waïgouya, un projet pilote de ferme-école accueille chaque année 50 jeunes issus de milieux très modestes. Après une formation intensive de 10 mois, la plupart créent leur propre exploitation, souvent en groupe, et bénéficient d'un accompagnement technique et financier. Ce modèle s'inspire des écoles rurales du Brésil qui, dans les années 80, ont permis à des milliers de familles de sortir de la pauvreté grâce à la coopération locale et à la diversification des cultures. Ce mouvement va bien au-delà de l'économie. Il touche à l'identité même du pays. S'impliquer collectivement, c'est affirmer sa place dans l'histoire. C'est proclamer que la souveraineté ne se mendie pas. Elle se construit, se cultive, se protège ensemble. Cultiver ou transformer devient un acte de résistance, un antidote à l'effacement orchestré par des siècles de domination extérieure. Au-delà des frontières, cette dynamique trace une voie nouvelle pour toute l'Afrique. Le Burkina Faso démontre que l'autonomie n'est pas une utopie lointaine, mais une stratégie concrète, duplicable.
Ce modèle dérange, il bouscule ceux qui préfèrent une Afrique docile et dépendante. Mais il inspire déjà les voisins, éveille des débats, suscite des vocations. Au Niger, certains villages ont déjà repris l'idée des prisons fermes. Au Mali, des collectifs de femmes copiaient le modèle des coopératives burkinabais pour conquérir les marchés locaux. L'effet d'entraînement est réel. On assiste à la naissance d'un printemps africain de la souveraineté alimentaire. Participer à ce mouvement, c'est refuser l'effacement de son histoire, de ses ressources, de son identité. Rester spectateur, c'est accepter la dépossession. C'est laisser d'autres écrire le récit du continent à notre place. La boucle se referme. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre. Il devient source d'inspiration. Et ce souffle de renaissance pourrait bien franchir toutes les frontières. Mais cette révolution n'est pas sans obstacle. Chaque succès attire des résistances. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il défendre cette conquête collective face aux pressions extérieures? Le monde guette chaque geste de l'Afrique, espérant qu'elle réclame encore, toujours plus. Mais si, comme au Burkina Faso, nous décidions d'édifier au lieu de tendre la main? Ce qui se joue ici dépasse la simple survie. Il s'agit de notre capacité à interroger nos modèles, à refuser la résignation et à transmettre une vision nouvelle. Face à la fatalité que l'on voudrait nous dicter, le Burkina Faso ose une autre route, celle du courage, de l'autonomie, de l'action collective. Aujourd'hui, la révolution menée par le capitaine Traoré fait vaciller l'ordre établi. Elle remet en question les récits forgés ailleurs, elle montre qu'un peuple uni et déterminé peut redéfinir son destin. Elle nous appelle à ne plus attendre la permission, mais à agir, ici et maintenant, avec nos propres forces et ressources. N'attendons plus un miracle venu d'ailleurs. Le changement ne viendra ni de l'extérieur, ni d'une aide providentielle, mais de notre volonté de reprendre les rênes de nos vies, de nos terres, de nos esprits. C'est un défi que chacun doit relever. Croire, enfin, que la souveraineté n'est pas une illusion réservée à d'autres continents, mais un chantier ouvert à tous ceux qui le veulent vraiment. Pour ancrer ce changement, des campagnes de sensibilisation sont organisées dans toutes les régions. Des émissions de radio expliquent les enjeux de la souveraineté alimentaire. Des concours agricoles récompensent l'innovation locale. Et chaque année, une fête des moissons célèbre les meilleures initiatives. Ces pratiques créent un sentiment d'appartenance, un esprit d'émulation et une volonté collective d'aller plus loin. La vraie question n'est plus de savoir si l'Afrique peut changer, mais si nous sommes prêts à croire en notre propre puissance. Et vous, que ferez-vous de ce récit? Raconter cette histoire, c'est déjà s'en faire l'artisan. Partagez-la, interrogez-la, semez le doute dans les certitudes usées, ouvrez le débat là où règne le silence. Ainsi naissent les révolutions discrètes, celles qui bouleversent les sociétés en profondeur. Refusez la résignation, défiez la fatalité. Souvenez-vous, chaque geste d'autonomie, même minime, bâtit une Afrique debout. Le Burkina Faso n'a pas attendu qu'on lui tende la plaie de sa prison. Il l'a forgée de ses propres mains.